Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal régional et local qui sera suivi d'un focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir on sera du côté de la MDPH au Gosier pour la mobilisation des personnes handicapées qui voient leur dossier s'éterniser au niveau de la CAF et du département. Une troisième partie politique avec Yves Boissé, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 12 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Nous reviendrons sur le rassemblement de la famille d'Alain Cellini, abattu il y a un an à son domicile par sa locataire. Une famille qui demande justice. Puis nous nous rendrons au séminaire des 50 pages géométriques sur l'habitat indigne qui représente 13% du parc immobilier guadeloupéen. Et enfin, on adressera nos félicitations à la nouvelle Miss Capesterre Bello qui n'est autre que Laure Ajax. Le 9 novembre 2018, Alain Cellini se volatilisait dans la nature suite à une visite chez l'une de ses locataires. Une disparition inquiétante qui pousse sa famille à effectuer des battues dans le voisinage pendant 2 semaines consécutives. Durant l'enquête, 3 suspects sont placés en garde à vue, dont la fameuse locataire. Redevable de 15 000 €, cette dernière avouera avoir assassiné Alain Cellini à l'aide de complices. Une sordide histoire d'exécution sous fond de dettes et de spoliation de biens pour laquelle la famille de la victime demande une sentence exemplaire. Ils étaient rassemblés devant le tribunal de Pointe-à-Pitre ce samedi. Regardez. Actuellement, il y a une information judiciaire qui est en cours. Ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction qui, à la place de la police, mène l'enquête entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une enquête mais d'une information. Et nous avons donc les 2 protagonistes, dont la principale Florence Jérémy, qui a avoué le meurtre, du moins nous disons l'assassinat de M. Cellini, en détention provisoire à Fontsarail. Aujourd'hui, qu'on est devant le tribunal, pour dire au tribunal qu'on est là, on est debout et on veut la justice. On veut que cette femme soit jugée pour tous ses actes, pour son acte horrible, inimaginable. Parce qu'on ne fait pas ça à un être humain. Je me devais d'être là parce que c'est un homme à qui que j'admirais beaucoup par sa gentillesse, sa politesse et puis la mort horrible qu'il a subie. Parce que personne ne mérite de mourir comme ça. Personne ne mérite ça. Donc je me devais d'être là aujourd'hui en sa mémoire et pour soutenir la famille. Nous découvrons aussi que M. Cellini a été pris en fait dans un vortex avec l'impression qu'il y avait une mygale qui tissait sa toile avec le couple Cellini au milieu et dans le but de récupérer en saisie vente au bout du compte la maison, cette maison. Il s'agit d'une simple villa, il n'y a rien d'extraordinaire que quelqu'un peut s'acheter avec une vie de labeur. Madame Jérémy aurait pu le faire. Mais il y avait ce besoin, cet objectif de récupérer cette maison dont elle affirmait auprès de tous que c'était la sienne et que le couple Cellini était ses locataires. La Guadeloupe compte plus de 30 000 logements indignes, dont plus de 10 000 insalubres, soit environ 13% du parc immobilier. Exposé à des risques naturels pouvant menacer gravement la vie humaine, cette forme d'habitat présente un réel danger pour les occupants. Une raison supplémentaire de les résorber et notamment les constructions érigées sur les 50 pas géométriques. Reste à trouver des solutions pour franchir les barrières judiciaires et administratives. Stanley Manicor. Indigne a été défini sur le plan juridique par la loi MOL en 2009 et recouvre différentes situations. Donc c'est une définition large qui concerne si je dis ça de façon générique, l'habitat insalubre ou en tout cas qui relève de critères
qui a un impact sur la santé et la sécurité publique. Aujourd'hui, on a ce séminaire et j'entends tellement de choses, je lis des choses sur des documents et c'est un peu le sens de mon intervention. L'ARS, le préfet, enfin l'État, je le dis, représenté ici par le préfet, combien de fois nous avons vu ces personnes sur le terrain, voir un peu la situation des personnes. Nous avons des personnes qui vivent sur des secrets pas géométriques, nous avons des personnes qui ont construit sur des terrains qui n'étaient pas constructibles. Aujourd'hui, la Guadeloupe compte plus de 30 000 logements indignes. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été mises en œuvre depuis les années 70 par la première rénovation urbaine, donc essentiellement présente aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore des poches d'insalubrité très prégnantes sur l'ensemble du territoire. Et au-delà de ces poches d'insalubrité, on a un habitat indigne, diffus, donc qu'on retrouve un petit peu partout sur le territoire de la Guadeloupe et en particulier aussi sur la bande littorale. Ce qui m'intéresse, c'est l'action sur le terrain, aller voir ces familles et les accompagner. Il y a des fonds qui existent pour cela, il faudrait que les personnes vraiment fassent leur travail. Trop souvent, nous avons des techniciens, nous avons des technocrates, nous avons des administratifs qui sont dans leur bureau, qui ne vont pas sur le terrain, qui ne voient pas la difficulté de ces personnes. Moi, c'est sur le terrain que je vois le travail. Il faut agir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les procédures sont complexes, le jeu d'acteurs est complexe. Parce que c'est vrai que la lutte contre l'habitat indigne implique énormément d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, mais aussi il ne faut pas oublier les habitants qui sont aussi au cœur du phénomène. J'ai entendu le représentant de l'État parler de 200 millions. 200 millions ont été injectés dans le cadre de la rénovation urbaine sur Pointe-à-Pitre-Abîmes, mais nous avons 32 communes en Guadeloupe et dans toutes les communes, nous avons des personnes qui sont en difficulté, en très grande difficulté, qui attendent une aide. Si aujourd'hui ces personnes ont construit, ce sont des personnes qui ont construit depuis des années, c'est régulariser leur situation quand c'est pas trop dangereux, parce que vous savez, il y a cette histoire de monter des eaux, il y a la loi sur l'eau qui existe, mais aujourd'hui, je le dis, il faut qu'on arrête de parler théorie, il faut qu'on soit dans la technique, sur le terrain, aux côtés de ces familles. Vous l'aurez constaté, depuis quelques années, le coaching a le vent en poupe, mais l'on ne s'improvise pas coach. Ces derniers peuvent choisir d'adhérer par exemple à la Fédération européenne de coaching, dont les valeurs sont l'ouverture, la diversité et la solidarité. Et de passage en Guadeloupe, le délégué régional Grégory Canal a animé des conférences pour démystifier le coaching, une espèce de séminaire de coach pour les coachs. Regardez. Aujourd'hui, étant adhérente et coach certifié EMCC, c'est tout naturellement que je suis présente à cette manifestation. En réalité, le coaching, depuis quelque temps, c'est un mot qui est très galvaudé et on entend parler beaucoup de coaching. Tout le monde est coach. Aujourd'hui, il faut démystifier ce mot et puis cette connotation et savoir que derrière, c'est un métier à part entière qui s'apprend et parce que c'est un métier aussi dans l'accompagnement. Et il faut avoir donc cette vocation pour pouvoir aider les personnes à leur permettre d'atteindre leur propre objectif en fonction des ressources dont ils disposent. Alors, je suis ici pour présenter le métier, rencontrer aussi mes consoeurs, mes confrères et évoquer aussi l'évolution du métier. J'ai de la chance de pouvoir passer dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations, beaucoup de collectivités, de voir un petit peu comment le métier évolue et donc de venir partager ici ce que j'ai observé pour vérifier si mes consoeurs, mes confrères observent les mêmes tendances en fait. Le MCC Caraïbes, c'est la Fédération européenne de coaching, c'est une fédération internationale qui est un peu partout dans le monde. Nous sommes 9000 adhérents et dans la Caraïbe, nous existons depuis 2 ans et nous sommes 50 adhérents en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Sainte-Lucie. L'intérêt, c'est de faire rayonner les professionnels, la profession de coaching et les professionnels du coaching. Et l'un de mes intérêts aujourd'hui, c'est de mettre en avant les adhérents de l'EMCC parce qu'ils ont la particularité d'être rattachés à un code de déontologie. Ce sont des professionnels du métier. Nous sommes présents dans plus de 600 sociétés sur les Antilles-Guyane avec nos logiciels de gestion puisque nous diffusons des logiciels de comptabilité, de gestion et de paye. Et aujourd'hui, dans le cadre de la transformation digitale et de l'arrivée de l'intelligence artificielle sur nos logiciels, nous croisons de plus en plus en fait, de coachs qui accompagnent les clients en parallèle de nos déploiements sur la mise en place de ces solutions.
À force de restrictions liées à la contamination des eaux au chlordécone, les marins pêcheurs de Guadeloupe cherchent de nouvelles espèces à commercialiser. Et la semaine dernière, ils sont tombés nez à nez avec un calamar géant qu'ils se sont empressés de capturer. Et confiés à une dizaine de chefs locaux, ces derniers l'ont travaillé jusqu'à obtenir un bon équilibre gustatif. Et il y a eu justement une dégustation qui s'est opérée au Yacht Club à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Un nouveau produit sur lequel nous avons fait des expérimentations et aujourd'hui on le fait découvrir à l'ensemble de la profession mais aussi à tout le monde, aux professionnels également, pour que demain on puisse pêcher et mettre ce produit dans la gastronomie guadeloupéenne. Il est important de diversifier notre activité de pêche. On sait bien qu'on a eu des zones fermées notamment dues à la chlordécone et il est important aujourd'hui de trouver d'autres types de ressources, d'autres types de pêche. On ne va pas s'arrêter qu'au calamar, on va pousser plus loin. C'est d'amener un petit peu d'innovation aussi pour que demain on puisse avoir d'autres alternatives. C'est vrai que c'est un produit qui n'est pas très facile à travailler. Moi ça m'a mis quand même 2-3 semaines avant de trouver la bonne astuce, comment la cuisiner. Et je reste toujours là-dessus que cru, ça sera la meilleure façon à la déguster avec une petite sauce par-dessus. Effectivement, j'ai essayé de faire une cuisson basse température aussi, c'est-à-dire qu'on a fait cuire pendant 8 heures à 85 degrés en vapeur sous vide et le résultat il est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui est pas très évident à cuisiner puisqu'il faut enlever une particule qui est dessus, donc qui est la peau, au-dessus et à l'intérieur pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de tendre. Sinon on n'enlève pas ces deux parties, on n'arrive pas à avoir quelque chose de tendre. Et les gens n'aiment pas quelque chose un peu dur sous le palais. C'est la première fois que je goûte le calamar, mais je trouve que c'est très bien. C'est très bien réussi, on a fait une bonne préparation. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Délicieux. Après l'avoir pêché, je goûte. Délicieux. On a travaillé avec une dizaine de chefs quand même, tous ne pouvaient pas être présents ce soir. Par contre, 4 ont pu participer et montrer ce qu'ils ont pu faire parce qu'on est en phase d'expérimentation. Et pour que le public puisse demain s'approprier ce produit, il faut qu'on puisse le travailler. Et aujourd'hui, les chefs vont faire étal de ce qu'ils ont pu essayer, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui. Et donc, on va passer de la phase d'expérimentation à la phase de diffusion maintenant. Retour maintenant sur la commémoration du 101e anniversaire de l'armistice de 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Une lutte sanguinaire lors de laquelle près d'1 400 000 soldats français ont été tués. Et parmi eux, forcément, figuraient de valeureux soldats guadeloupéens auxquels la commune de Lamentin a rendu hommage. Le reportage. Matin est rendez-vous, et toujours rendez-vous. Tout simplement parce qu'il s'agit de faire et de mettre en avant et de faire valoir des valeurs. Ces valeurs qui sont liées bien sûr aux raisons qui ont poussé à la guerre, qui ont mené ensuite à l'armistice et qui fondent aujourd'hui notre société. Et surtout faire en sorte qu'on ne retrouve plus effectivement toutes ces grandes guerres qu'on a connues et qu'on puisse préserver les valeurs qui nous permettent de vivre en paix. Pour ceux qui sont partis, on doit les rendre hommage tous les années qui permettent. Et moi, la marraine de la 3e compagnie, je suis là pour aider les jeunes à suivre un bon chemin, à se perfectionner, à faire une filière. Et voilà, on m'a choisi pour ça et je m'occupe que des jeunes du Lamentin. Le 11 novembre, c'est un jour de commémoration pour nos anciens qui sont disparus. Et ça nous donne toujours chaud au cœur de commémorer nos morts qui sont morts pour la France. Et en tant que jeune ancien combattant, je suis aux côtés de la GASMA, troupe de marine au niveau des jeunes du SMA. Et je fais un travail exemplaire au niveau de la commune de Pointe-Noire pour intégrer ces jeunes à suivre un chemin et pour leur avenir.
Et afin d'atténuer la circulation d'armes justement sur le département, la préfecture poursuit son opération Déposer les armes qui a débuté en 2013. Ces 2 prochains mois, vous pourrez ramener vos fusils et munitions, effectivement, sans qu'aucune poursuite du parquet ne soit entamée. Le reportage. Nous attendons de cette manifestation, comme chaque année à la même époque, que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont chez eux des armes les remettent au commissariat ou dans les gendarmeries. Ils ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se faire sans être exposés à des poursuites. Depuis 2013, et le lancement de la première opération Déposons les armes, qui s'appelait à l'époque Déposer les armes, on a eu plus de 700 armes qui ont été remises. Alors on a tous les ans à peu près le même nombre d'armes qui est remis et déposé. On a par contre une augmentation très forte des munitions, donc ça veut dire, et on espère, assécher petit à petit ce stock d'armes et de munitions qui sont en circulation en Guadeloupe. Déposons les armes, c'est un souhait collectif d'atténuer la circulation des armes sur le département. C'est un des moyens que nous avons pour limiter cette circulation en dehors des opérations à caractère policier que nous menons par ailleurs. Vous avez bien noté que cette opération commence aujourd'hui et qu'elle se termine le 31 décembre 2019. La personne, normalement, quand on détient une arme illégalement, c'est-à-dire sans y être autorisé, on peut être poursuivi pour cela devant le tribunal correctionnel. Jusqu'au 31 décembre, si on est de bonne foi, qu'on apporte son arme dans le cadre de cette opération, et si l'arme n'a pas servi, personne ne sera inquiété. Les parquets n'engageront aucune poursuite. En revanche, ils vont faire des vérifications pour voir si cette arme a pu servir dans le cadre d'une infraction. Mais tout le monde peut ramener des armes. À partir du moment où on estime que cette arme est dangereuse, qu'elle n'a rien à faire dans la maison, et qu'on a un peu peur de la loi parce qu'on ne la détient pas légalement, jusqu'au 31 décembre, on peut la ramener, bien sûr. Et on note que sur les chiffres effectivement de saisie, eh bien, la préfecture n'est guère précise depuis quelques années déjà. Et on enchaîne avec cette signature de convention relative à la sécurisation des sites touristiques, initialement réservés à la zone pointoise et notamment à la zone du port. Eh bien, le dispositif a été élargi aux communes balnéaires de Sainte-Anne et Saint-François. Le reste en images. Le dispositif permet la sécurisation des sites touristiques. Il n'est pas nouveau, il a été établi par une loi de 2017. Il concernait pour l'instant uniquement Pointe-à-Pitre et cette année nous l'avons étendu aussi aux destinations des croisiéristes qui viennent en général ici en Guadeloupe, que sont Sainte-Anne et Saint-François. C'est une convention de sécurité site pour accompagner et effectivement renforcer la sécurité des touristes, plus précisément des croisiéristes. Et c'est un travail de longue haleine. Les nouveautés, elles sont d'abord dans la définition des périmètres qui vont être sécurisés pour permettre justement un meilleur accueil de ces touristes. Ils sont dans les prestations qui sont aussi apportées. Il y aura en particulier sur Pointe-à-Pitre, à la fois sur le périmètre, une sécurisation en piétonnisant un périmètre, et puis deuxièmement, une approche aussi sur le volet santé, pour accompagner aussi ces touristes qui peuvent avoir des difficultés. Et donc on a, dernière nouveauté, l'extension aussi à Saint-François et à Sainte-Anne. Ça encourage toutes les actions qui sont menées par tous les opérateurs. Aujourd'hui, vous avez vu tous les membres signataires de cette convention, que ce soit la région, les villes, la préfecture, les comités, le comité de tourisme, l'OTI, les différents offices intercommunaux. Et je pense que ce soit les touristes, mais aussi les commerçants, tous ceux qui bénéficient du tourisme de croisière ne peuvent que s'en réjouir. Il s'agit aussi de faciliter d'une manière globale la vie de nos touristes, l'accueil qui doit être important parce que comme je l'ai dit, dans un monde concurrentiel, dans un monde où tout se sait, le moindre atteinte aux biens ou aux personnes concernant les touristes sur un territoire peut être fatale pour son économie touristique. Il est maintenant l'heure de se déhancher à l'occasion du festival Salsa Mania. Et cette année, les passionnés de salsa ont ouvert leur convention à d'autres styles comme le gros-ka ou le hip-hop. On prend tout de suite la direction de la Creole Beach au Gosier.
meeting de l'association Salsa Mania cette année se présente sous les meilleurs auspices possibles. Nous attendons énormément de gens parce qu'on a un choix extraordinaire avec tous les artistes de la place qui peuvent proposer des styles de danse très variés. Et nous avons aussi invité des internationaux et donc nous souhaitons effectivement que la Guadeloupe et les Guadeloupéens qui aiment la danse, qui aiment les rythmes, puissent nous retrouver à la Cayole Beach Hotel. Déjà on était venu déjà pour 2016 faire une expérience avec eux. De base, ils nous avaient demandé de faire une choré qui mélangeait le hip-hop et la salsa. Donc c'était une commande qu'on a su relever. Et de là, je pense qu'ils ont kiffé notre taf, ils ont kiffé notre énergie. Donc du coup, ils nous ont rappelé pour cette année. Et par contre, cette année, ils nous ont rappelé avec notre style à 100%. L'univers purement hip-hop. L'univers purement hip-hop, voilà. C'est toujours important d'être invité par les gens qui m'ont vu commencer à danser, étant donné que j'ai commencé la salsa ici en 2001 avec eux. Donc voilà, ensuite j'ai eu la chance de partir sur Paris pour pouvoir enseigner, pour pouvoir développer un peu ma danse. Et maintenant, donc grâce à ma partenaire Cécile, qui est aussi sur le festival, on travaille un peu partout dans le monde entier à donner des cours, faire nos shows et voilà. Et maintenant, on félicite grandement Laure Ajax, qui est la nouvelle Miss Capesterre-Belle-Eau. Elle s'est imposée face effectivement à ses homologues. Nous avons aussi interrogé la première dauphine. Regardez. Capesterre-Belle-Eau 2019 est la candidate numéro 9, Laure Ajax. Je pense avoir vécu une belle aventure, surtout avec les autres candidates. On fondait une famille et ce soir, je trouve qu'on a été toutes exceptionnelles et j'ai juste été un peu meilleure qu'elles. Mais la socialisation n'est pas la même pour tous. Elle est différenciée selon notre genre et notre milieu social. L'école fait aussi partie de ce processus. Elle nous apprend les règles de conduite. J'ai travaillé pour. Au départ, j'étais un peu stressée, mais au fil du temps, le stress s'est relâché. Je me suis sentie très bien. J'ai vécu une belle expérience et j'ai appris de mes expériences justement. Et je suis très fière d'être la première dauphine de Miss Capesterre-Belle-Eau. Miss Capesterre 2019. Je me suis donnée à fond, j'ai tout misé de mon côté et je suis fière de moi. Parce qu'elles étaient toutes au niveau égal. Mais je pense qu'il serait temps. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Et encore merci à Ayam Caribbean pour ce magnifique t-shirt. À bientôt. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Focus. Et comme je vous l'ai dit, on se rendra aujourd'hui à la MDPH au Gosier qui a été prise d'assaut par des personnes porteuses de handicap qui ont beaucoup de mal à voir leur dossier confirmé par la CAF et à recevoir donc leur paiement. Vous saurez tout, c'est après la coupure pub.